Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci infiniment d'être là aujourd'hui pour assister à cette présentation sur les projets de migration dans le cloud en utilisant Apache Kafka. Donc, je vais commencer par me présenter et introduire un petit peu le contexte de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Arnaud Estève. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup à l'organisation parce que Lille, c'est un peu ma ville de cœur. J'ai passé 6 ans ici, j'ai rencontré ma compagne. Et pendant ces 6 ans, j'ai travaillé chez Decathlon, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vous ai vu dans la salle vous asseoir, merci. Et chez Decathlon, j'ai travaillé sur pas mal de projets de migration. Donc, c'était des migrations dans le cloud, de monolithes vers des microservices, de système A vers système B, de système propriétaire vers système fermé, ou l'inverse, etc. Et après ça, on a décidé de bouger un petit peu et de s'installer dans une ville où il fait un peu plus souvent soleil, même si je ne devrais pas dire ça aujourd'hui, mais c'était dans le script, du coup je l'ai gardé. Ça m'a amené, comme j'avais travaillé déjà un petit peu avec Kafka chez Decathlon, à rentrer chez Confluent. Et chez Confluent, c'est vraiment là que j'ai pris conscience que ce qu'on avait vécu en tant qu'équipe chez Decathlon pendant 6 ans sur tous ces projets, en fait, beaucoup d'autres personnes les vivaient eux aussi. Et que finalement, j'ai retrouvé pas mal de motifs communs entre les problèmes qu'on cherchait à résoudre, les problèmes qu'on avait, les contraintes, etc., etc. Et c'est à cette occasion-là que je me suis dit que j'avais envie de partager ce que j'avais vécu et de finalement fusionner un peu tous ces retours d'expérience en un seul gros paquet. Donc je vais beaucoup parler à la première personne, je vais dire je vais dire nous, je vais dire un peu on aussi. Mais finalement, globalement, j'ai tout fusionné dans un seul retour d'expérience. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui ? Parce que nous, donc mon premier nous générique, aurions pu gagner tellement de temps. Vraiment, c'est l'idée de ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai démarré ces projets de migration il y a un peu plus de 5 ans et demi maintenant. Donc on va commencer par se poser la question d'un projet de migration, pourquoi c'est compliqué, pourquoi c'est complexe, qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on démarre, et finalement d'essayer d'adresser cette confusion. Après ça, on va passer en revue une tactique de jeu qui nous permettrait, si ce n'est d'avancer, au moins de se lancer. Du tooling, des outils, donc évidemment, c'est là qu'on va parler de Apache Kafka, spoiler alert. Et finalement, je voulais finir cette présentation sur qu'est-ce qui nous attend à la fin du chemin. Et globalement, la vie est cyclique, on échange des problèmes contre des nouveaux problèmes. Donc une fois qu'on aura fini ces projets de migration, qu'est-ce qui nous attend au tournant ? Donc première partie, les problèmes. Quand j'ai été amené à travailler sur des projets de migration, et surtout le plus gros qui m'a bien tenu la jambe pendant bien 2 ans, c'est à peu près ce que j'avais en tête. J'ai essayé de représenter sur cette slide ce qui me passait par la tête quand on a commencé ce projet-là. Dans la tête, j'avais des contraintes, j'avais des idées, j'avais des solutions peut-être, j'avais des envies aussi. Donc j'ai essayé de représenter tout ça. On devait aller dans le cloud, c'était une contrainte. On devait mieux scaler. On avait un problème qui s'appelait le monolithe et qui s'appelait de la dette technique. On était locked in avec des contraintes propriétaires. Et finalement, avoir tout ça en tête tous les jours pendant quelques mois, ou en tout cas à chaque réunion, essayer de reposer des post-it partout pour se dire mais où on veut aller, comment on veut y aller, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Ça nous a causé, et c'est ça que j'ai retrouvé chez énormément de clients chez Confluent qui venaient nous voir en disant je sais que je veux utiliser Kafka, mais je ne sais pas vraiment ni comment ni pourquoi. C'est cette paralysie d'analyse. Et c'est vraiment ce qui m'amène devant vous aujourd'hui. C'est d'essayer de vous donner des clés pour essayer de combattre cette paralysie d'analyse. Ces réunions qui n'en finissent plus, où finalement on a l'impression de tourner en rond et on retombe sans arrêt systématiquement sur le même problème et on n'a pas avancé. Pendant que je préparais cette présentation, et ce qui m'a amené à l'écrire de cette façon-là, c'est ce livre que j'ai lu et que je vous engage réellement à lire, qui s'appelle The Programmer's Brain, et qui étudie un petit peu ce qui se passe dans le cerveau des développeurs quand ils approchent des code bases, ou quand ils lisent du code. Et globalement, d'où vient la confusion ? On a tous été confrontés à une base de code à laquelle on ne comprend rien. Et globalement, il y a 3 grandes familles de confusion. Il y a la confusion qui est causée par la mémoire à long terme. Je suis en train de lire du Visual Basic, j'en ai jamais lu, je ne connais même pas la syntaxe, je ne sais pas de quoi on me parle.
Il y a celle qui est liée à la mémoire à court terme. Je ne me rappelle même plus de ce que je disais il y a 2 minutes, si j'étais en train de me présenter, je crois. Et il y a la mémoire de travail, la surcharge de la mémoire de travail. La surcharge de la mémoire de travail, on l'a tous vécu dans une code base, c'est qu'on est en train de lire du code et on n'a aucune idée de ce que fait la fonction ou de globalement à quoi sert cette base de code. Et c'est exactement la même idée, ou en tout cas la même sensation que celle dans laquelle j'étais il y a 5 ans en démarrant mon projet de migration, où je disais mais j'y comprends rien en fait, il y en a trop, c'est un monolithe, il y a des millions de lignes de code, il y a des composants dans tous les sens, il y a des modules à plus savoir qu'en faire, des bases de données, il y en a 50 différentes. Et globalement, les solutions que le livre détaille pour ce problème de mémoire surchargée, c'est de découper, mais découper c'est ce qu'on cherche à faire dans un projet de migration. C'est de filtrer le bruit, oui, ok, bon, très bien, il y a du bruit, il y a plein de gens qui nous demandent plein de choses et pour hier, bon, ça on peut éventuellement s'en abstraire. Mais finalement, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est d'essayer de construire des modèles mentaux. Ce que le livre appelle des schemata, et moi je vais m'y référer en tant que pilier ou bouée de sauvetage, ou en tout cas des choses simples auxquelles on peut se référer quand on doute. On est face à face avec un problème compliqué, sinon on aurait déjà migré en fait. Globalement, à travers ces modèles mentaux, je vais faire une première pause, mais à travers ces modèles mentaux, on va se demander par où on commence et comment on attaque cette confusion. Le premier modèle mental, le premier pilier vraiment de tous les projets de migration que j'ai été amené à voir ou à vivre, c'est Data Gravity. Quand on est perdu, qu'il faut migrer mais qu'on ne sait pas par où, par quel bout prendre le problème, le truc qui m'a le plus été utile, c'est de se dire que la donnée a une gravité. La donnée, elle attire tout vers elle. Et donc, si je dois me mettre en mouvement, je peux bénéficier de son inertie. Globalement, c'est cette idée que là où est la donnée sont les services, et là où sont les services est la valeur. Donc, globalement, quoi que je fasse dans un projet de migration, si je suis bloqué, le premier truc qu'il faut que je me dise, c'est d'aller chercher de la donnée et de la bouger vers les destinations, à tout prix. Ça paraît trivial dit comme ça, mais moi j'ai passé des mois et des mois, c'est encore un jeu générique, hein, mais moi j'ai passé des mois et des mois à me poser la question de reconstruire un nouveau système cible avec la bonne base de données, dans le cloud, qui soit pas monolithique, etc., et qui ait toutes les fonctions de l'ancien système. Et de recommencer, bah ouais, ok, on s'enferme sur 3 ans dans un projet, très bien, on y va, tout droit. Mais ouais, globalement, c'est prendre un risque, et c'est pas évident que ça va pas marcher. Mais globalement, si ça marchait, on l'aurait déjà fait. Donc là, si on en est à se demander mais par quoi je commence ? Je suis tellement confus que je ne sais pas comment migrer mon monolithe de millions de codes. Globalement, aller chercher la donnée et bouger la donnée en premier lieu. Le second de ces grands modèles mentaux, et là c'est moins un pilier et plus une bouée de sauvetage, c'est keep it simple. En cas de doute, quand je ne sais plus quoi faire et que ça fait des heures et des heures que dans 10 meetings différents, on a discuté de la même chose et qu'on tourne en rond, il faut aller à la solution la plus simple. Il faut absolument combattre cette paralysie d'analyse. Et la combattre, c'est simplifier. La difficulté de ça, c'est que simple, c'est pas simplistique. Donc globalement, il ne faut pas sur-simplifier, mais il faut essayer de simplifier. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut acheter une solution sur étagère, par exemple, qui fasse le boulot à notre place. Peut-être qu'on le fera en prod. Mais ça veut dire qu'au moins il faut comprendre comment elle marche, pas simplistique, et que peut-être on se simplifiera la vie en production, mais on verra plus tard. Donc ça peut passer, puisqu'on parle de Kafka, ça peut passer par utiliser un Docker Compose là tout de suite maintenant pour faire du Kafka sur mon poste, et on verra après. On se posera la question plus tard de ce qu'on fera avec Kafka. L'autre bouée de sauvetage un peu, c'est de se dire qu'il faut travailler de façon continue pour faire mieux. Si on en est là, si on est comme dans la situation dans laquelle j'étais, où on avait un legacy vieux de 20 ans à migrer dans le cloud et qu'on ne savait vraiment pas par où commencer, ça veut dire que ça va être long. Sinon, on l'aurait déjà fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu le projet de migration de l'Inde chez Decathlon, mais on a migré en 1 nuit. Donc si on avait pu migrer en 1 nuit, on l'aurait déjà fait. Ça marche, hein.
Mais on n'en serait pas là si c'était possible. Et du coup, si ça va être long, autant l'accepter et se dire que, ok, on élimine de suite toutes les solutions du type Big Bang Migration, le fait de migrer en une nuit, d'avoir un gros script ETL qui fait la transition d'une base de données vers l'autre, parce que c'est trop risqué et qu'on risque vraiment de s'enfermer dans un tunnel. Ok, ça va être long, il faut aller voir la direction, il faut s'acheter du temps, ok, on va travailler en équipe, on est dans le même bateau pour pas mal de temps. La contrepartie de ça va être long, c'est qu'il faut faire mieux. Parce que si ça va être long et qu'on fait exactement la même chose, alors ça n'a aucun intérêt. Donc globalement, si c'est long, il faut faire mieux. Et faire mieux, c'est aller chercher de la valeur. Donc migration progressive pour le mieux en allant chercher de la valeur. Comment on va chercher de la valeur? Pilier suivant, en trouvant des opportunités, en étant opportuniste. Peu importe ce qu'on doit faire, ça doit apporter de la valeur. Personne n'a envie de faire une migration tech pour juste de la tech, et surtout pas nos directions en fait. C'est impossible à défendre. Ça aussi, j'ai vu beaucoup de projets chez Confluent où les gens me disaient on veut utiliser Kafka. D'accord, mais elle en dit quoi ta direction? Bah elle sait pas, mais en tout cas on veut utiliser Kafka. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Donc globalement, on doit apporter de la valeur, et apporter de la valeur, c'est trouver des opportunités. Donc pour ça, il y a pas mal d'exercices que j'ai faits et qui fonctionnent super bien. Il y en a un que j'adore, c'est les usual suspects. Donc on prend toutes les fonctionnalités du monolithe, ou en tout cas du système qu'on veut migrer, on les met tous en parade d'identification, et vous allez voir que si on en discute pendant 1 heure, le suspect idéal, il va tout de suite ressortir. Globalement, la constante entre les équipes dans lesquelles j'ai travaillé et les clients avec lesquels j'ai travaillé chez Confluent, c'est que les opportunités, vous les connaissez. Il suffit d'en discuter pendant 1 heure. Le caillou que vous avez dans votre chaussure depuis 10 ans, vous parlez à un op qui va vous dire « Non mais ce truc-là, on n'a jamais réussi à le faire, c'est impossible. » Elle est là, l'opportunité. Et globalement, quand on n'arrive pas à trouver des opportunités, et je viens un petit peu de l'aborder, le dernier pilier, c'est le dogfooding. C'est globalement de se dire « Si on le fait, si on cherche une opportunité, les meilleures opportunités, et qu'on n'en trouve pas, les meilleures opportunités, c'est celles qui nous servent à nous d'abord. » Dans un projet, on a dit qu'il serait long, on va se poser constamment la question de est-ce qu'on fait les choses bien? Est-ce qu'on est bien parti? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Et ça va nous causer une charge mentale de dingue pendant des mois et des mois. Une façon de s'acheter une paix d'esprit sur ce truc-là, c'est de se dire si on le fait bien, au moins pour nous, il y a de fortes chances que ce soit bon aussi pour les autres. Donc globalement, on va essayer de se faire confiance en tant que service provider, et on a dit bouger de la data, donc très probablement en tant que data provider. Le pilier suivant, c'est que les décisions ne doivent pas être importantes. Et ça, c'est hyper contre-intuitif, mais on va devoir prendre des décisions pendant 6 mois, pendant 1 an, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. On a tous envie de prendre les meilleures décisions, et on a même franchement l'impression et le sens qu'on est payé pour ça, payé pour produire de bonnes décisions. Mais en réalité, je vais le dire honnêtement, dans tous les projets de migration que j'ai vécus, on s'est planté au moins 7 fois sur 10. Vraiment. Ce qui importe, c'est le chemin, c'est la doc, c'est des architectures design record, c'est de se dire, ok, on a pris Elasticsearch, on l'a pris pour ces raisons-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Il faudra les remettre en question, mais il ne faut pas s'enfermer dans une salle pendant 6 mois pour au final se dire qu'on va faire du MySQL avec Ruby on Rails, quoi. Ça, ok, la décision, on aurait pu la prendre en 2 heures et globalement revenir dessus, c'est pas grave. Mais donc ça, je l'ai mis finalement, je l'ai regroupé, le fait de plutôt utiliser des standards et de les documenter, de faire de l'open source, parce que finalement tout le monde connaît et c'est plus réversible. Tout ce truc-là, j'ai essayé de le mettre dans Keep It Simple. Où on en est? Donc finalement, on a essayé de définir nos piliers qui nous permettent d'adresser la confusion. 1, il faut qu'on bouge de la donnée. Il faut qu'on bouge de la donnée progressivement mieux, de la meilleure donnée, donc de la donnée nettoyée, proprement formatée, peu importe, en utilisant des solutions standards et le plus simplement possible. Progressivement, on ne sait pas très bien où on va la mettre, j'ai pris l'exemple de MySQL et d'Elasticsearch juste avant, on verra. C'est pas grave, les decisions must not matter, et on saisira les opportunités quand elles se présenteront. Mais en tous les cas, on va le faire pour nous d'abord, et pour les autres après, c'est au moins pour être sûr que ça serve à quelque chose, ou à quelqu'un. Maintenant que c'est dit,
Ça, c'est les modèles mentaux, ou en tout cas les piliers que j'ai vus le plus souvent ou qu'on m'a rapporté. Donc je remets un jeu générique là-dedans, mais en gros, ceux que j'ai vus fonctionner. À vous de trouver les solutions qui fonctionnent pour vous. Une fois que vous avez ça, toutes les décisions que vous allez prendre, vous pouvez les passer à ce crible-là. Donc là, c'est un exemple. On a dogfooding, les opportunités, la continuité, ou en tout cas l'aspect progressif, la gravité de la donnée, etc. Et d'essayer d'évaluer une solution ou une idée à travers ce spectre-là. Donc ça, c'est une première version simple. Et à partir de là, vous pouvez commencer à identifier un domaine qui va bien s'adapter à la migration. Donc là, j'ai pris deux exemples. Un trivial, qu'un de mes collègues chez Decathlon a appelé le ratio gain-galère. C'est exactement ça, en fait. J'essaye de maximiser le ratio gain-galère. Et c'est un exercice qu'on avait fait, et encore une fois, on voit assez nettement qu'il y a un truc qui a beaucoup de valeur et assez peu de galère. Donc c'est probablement le domaine par lequel je dois commencer. On a dit qu'on devait bouger de la donnée, donc je mets toute la donnée que je connais, c'est des gros mots, c'est des domaines, des features, des pizza teams, vous appelez ça comme vous voulez. Je les représente comme ça, et j'essaye de bouger. De là, ça peut être un formalisme simple que vous utilisez dans votre entreprise. De là, vous pouvez aller sur des formalismes beaucoup plus compliqués. Je pense que j'ai vu Olivier qui est dans la salle. Bonjour Olivier. Et du coup, vous pourrez lui en parler après. Ça s'appelle les maps de Wardley. Et c'est la version beaucoup plus évoluée de ça. Donc, maintenant qu'on sait à peu près d'où on part, on va essayer de se demander par quoi on commence et comment. On doit bouger de la donnée, certes. Comment ? Et quelles données ? Donc on a identifié à travers la map de Wardley ou tous les exercices ou le usual suspect ou peu importe, on a identifié un domaine. Et c'est ce qui nous était arrivé, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, nous on avait pris le domaine stock. Il nous apparaissait clairement que c'était par là qu'on devait commencer. Certes, les stocks c'est vague quand même, c'est quand même beaucoup de données. Chez Decathlon, les stocks c'est quand même le nerf de la guerre. Et chez tous les retailers, c'est pareil d'ailleurs. Dans l'exemple qu'on avait, globalement, je trivialise, mais on avait deux tables. On avait les mouvements de stock et la photographie de stock. Le mouvement de stock, c'est j'ai vendu 3 paires de chaussettes. Donc, globalement, je suis passé de 10 quantités à 7 quantités, tel jour à telle heure dans tel magasin. Et à côté de ça, on a la photo de stock qui est, à l'instant T, j'ai 15 paires de chaussettes au magasin de campus. Et il nous apparaissait évident, et c'est d'ailleurs par là qu'on a commencé, spoiler alert, on s'est trompé, qu'il fallait commencer par la photo de stock. Pourquoi ? Parce que tout le monde en avait besoin. Dans le monde du commerce, connaître la quantité en stock dans un magasin, tout le monde en a besoin. Le e-commerce, bien évidemment, la logistique, les entrepôts, la production, tout le monde a besoin de connaître cette information. C'est donc évident qu'on doit commencer par là. Et bien en fait, non. Il faut qu'on bouge de la donnée. Et si j'ai un choix à faire entre mouvement de stock et photo de stock, et ça, encore une fois, on a perdu un temps fou, enfin, on a perdu 6 mois et on a recommencé à zéro, en réalité, c'est le mouvement de stock qu'il fallait bouger. Parce que c'est lui qui porte le plus d'informations. C'est pour ça que j'ai représenté Claude Shannon sur le slide, mais c'est une histoire d'entropie. C'est-à-dire qu'à partir du mouvement de stock, je peux récupérer la photo. Finalement, c'est la somme de tous les mouvements. Si j'ai vendu 3 puis 2, j'ai fait moins 5, et si je partais de 10, il me reste 5 paires de chaussettes en stock. Donc globalement, à partir de l'intégralité de l'historique des mouvements, je peux reconstituer l'état. Et c'est ça qui est important dans les projets de migration. Si on doit bouger de la donnée, et qu'on se demande quelle donnée, il faut aller à la source de vérité. Et le plus souvent, dans vos SI, quasiment tout le temps, la source de vérité, c'est des événements. Donc on n'a rien inventé, ça s'appelle l'event streaming. Donc globalement, c'est la event streaming et event sourcing. Donc on va chercher à streamer des événements. Et là encore, là où je pensais avoir eu une idée de génie chez Decathlon, j'ai vite découvert en allant chez Confluent et en parlant à tous mes clients que ce motif, il était ultra commun. Dans toutes les industries, on a cette idée de, la source de vérité événementielle, et 2, l'état. Si je prends un exemple un peu trivial, dans une partie d'échecs, si je vous donne le plateau avec une position,
Peut-être que vous pouvez à peu près deviner quelle est l'ouverture qui a conduit, ou en tout cas quel ordre de coup a conduit à cette position. Il y a de fortes chances que non, surtout si c'est des débutants qui ont joué et qui ont fait n'importe quoi. Et on retrouve ça à peu près dans toutes les industries. Si je suis en train de parler de transactions financières, la transaction, c'est l'événement. Le solde du compte d'un utilisateur, c'est l'état. Pareil pour des capteurs IoT, etc. Pareil pour la cybersécurité, etc., etc., et j'en passe. Donc globalement, vous devez bouger de la donnée, identifier un domaine, et au sein de ce domaine, chercher la source de vérité, et le plus souvent, la source de vérité, c'est l'événement. Et globalement, où est-ce que ça nous amène ça à la fin, ou quand on a commencé à migrer des événements, c'est que finalement, dogfooding, nous, on l'a fait pour nous, parce qu'on devait reconstituer la base de données ailleurs, donc globalement, on a commencé à faire de l'event streaming, mais la plupart des gens ont, eux aussi, consommé ces événements. Globalement, si vous êtes en train de, chaque fois qu'une personne modifie son adresse, envoyer un événement, le mettre dans Kafka pour les besoins de vos services de migration, il y a de fortes chances que l'équipe à côté, elle vienne vous taper sur l'épaule en disant « Ah, donc tu as un événement à chaque fois que l'utilisateur change son adresse. Ah, mais ça m'intéresse en fait, moi, parce que je vais lui envoyer un email pour savoir si c'est effectivement bien lui qui a changé son adresse. » Donc globalement, à travers l'event streaming, on a servi notre besoin à nous, et globalement celui des équipes avec lesquelles on travaillait aussi. Donc maintenant qu'on a à peu près défini une tactique de jeu qui est « Ok, j'ai identifié mon domaine et au sein de ce domaine-là, je vais faire de l'event streaming et je vais essayer d'aller chercher, en tout cas répliquer ma source de vérité », la question c'est comment ou avec quel outil. Spoiler alert, évidemment, c'est là qu'on va parler de Kafka. Alors pour la référence, ce truc-là, c'est ce Gently Down the Stream. Je vous invite à aller le voir sur Internet. C'est plein de petits dessins pour expliquer tous les concepts de Kafka. C'est super bien fait, c'est super mignon. Si vous avez des enfants, vous pouvez le faire avec eux, c'est top. Non, vraiment, je rigole pas, c'est vachement bien fait. Globalement, est-ce que Kafka aide à faire de l'event streaming? Bon, la question est légèrement biaisée. Évidemment que oui, et la raison pour laquelle c'est oui, c'est parce que ça a été fait pour ça. Kafka, ça a été créé chez LinkedIn à l'origine pour faire de l'event streaming. Donc globalement, ça va... Kafka, c'est un log, c'est un log de messages, les uns à la suite des autres. Donc globalement, un record, c'est factuel, c'est immutable, de la même façon que votre événement source de vérité est factuel et immutable. Peut-être que le client s'est trompé quand il a changé son adresse, n'empêche qu'il a quand même changé son adresse, et que peut-être qu'il va le corriger après, mais il y a quand même un événement qui enregistre le fait qu'il a changé son adresse. Ces événements, ils nous fournissent une timeline, une frise chronologique, voilà, pour le dire en français dans le texte. Donc une chronologie ordonnée d'événements qui constituent une source de vérité. Et au sein de cette chronologie, je peux me déplacer, je peux retenir à quel endroit j'étais dans ma chronologie à travers un marque-page que dans le jargon Kafka, on va appeler l'offset, ou en tout cas le consumer offset. Rappelons-nous 2 minutes de nos modèles mentaux, là, des trucs qui doivent nous aider à chaque fois qu'on prend des décisions. Donc on est quand même en train de prendre une décision. Là, on est en train de se dire que Kafka, c'est peut-être la bonne technologie pour répondre à nos besoins de projets de migration. Et donc j'ai essayé d'évaluer, au moment où on avait fait ce choix il y a 5 ans, et puis après, c'est pas moi qui le faisais, mais en tout cas les clients me demandaient de le faire avec eux, de se dire est-ce que ça répond à nos besoins? Est-ce que Kafka, c'est une bonne technologie pour faire de l'event streaming? Dans le cadre d'un projet de migration, ce qui me paraît le plus important, la fonctionnalité la plus importante de Kafka, c'est le fait qu'on puisse rejouer. J'ai parlé de marque-page tout à l'heure. On peut effectivement se dire que je reconsomme l'intégralité de mon topic depuis la nuit des temps, depuis que j'ai commencé à streamer mes événements. Et ça, dans le cadre d'un projet de migration, quand on a dit que les décisions ne devaient pas être importantes et que peut-être qu'on a pris Elasticsearch aujourd'hui mais qu'on prendra MySQL demain, globalement, c'est probablement une bonne idée d'avoir cette capacité de rejeu et de dire toute ma source de vérité, elle transite maintenant dans Kafka et je peux me permettre, lorsque je le souhaite, de reconsommer l'intégralité de la file pour le stocker ailleurs ou pour changer mon mode de calcul parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Ça, c'est un confort hyper important.
Le deuxième truc qui me paraît hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je parle de Kafka, mais je parle de Kafka en tant que protocole et pas en tant qu'implémentation. Ça veut dire que j'englobe là-dedans Pulsar, par exemple, que j'englobe là-dedans Azure Event Hubs, que j'englobe Redpanda aussi. Des concurrents à l'implémentation de Kafka, mais qui utilisent ou qui en tout cas sont compatibles avec le protocole Kafka. Donc là encore, quand on parle de mes décisions ne doivent pas être importantes et je dois plutôt m'appuyer sur des standards pour être sûr qu'ils soient bien documentés et que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, ça me paraît aussi être, en tout cas, cocher la bonne case. L'écosystème est important, encore, on y reviendra un petit peu après, mais globalement, on va en avoir partout. C'est un projet de migration où je vais devoir me connecter à des systèmes d'un côté en amont et des systèmes en aval. Le fait d'avoir un protocole bien connu et des connecteurs pour à peu près tous les systèmes, enfin toutes les bases de données du marché et tous les ERP que le monde a pu inventer pour le meilleur ou pour le pire, globalement, c'est aussi du confort, ou en tout cas une décision qu'on peut prendre un peu en paix. C'est un projet open source qui est extrêmement bien documenté, il y a plein de développeurs sur le marché, etc., etc. Et globalement, je vais pouvoir faire du stream processing, soit via Kafka Streams, soit via KSQL, soit via Apache Flink ou Apache Spark, etc. Tout le monde sait faire du streaming avec Kafka. Donc quand ma donnée va transiter, je vais aussi être capable de la modifier. Donc voilà un exemple pour faire le bon élève et dire, je vous ai dit qu'il fallait poser un radar chart et essayer d'évaluer les technologies. Voilà un exemple de cette évaluation qu'on a pu faire avec des clients autour de Kafka. Donc, on sait d'où on doit partir, on doit identifier un domaine. Au sein de ce domaine, on veut chercher des événements, on va à notre source de vérité, c'est elle qu'on va amener en streaming, et la façon dont l'outil qu'on va utiliser pour le faire, c'est Kafka. Et maintenant quoi? Maintenant qu'on a terminé, ou en tout cas qu'on est sur la bonne voie avec notre projet de migration, quels sont les enseignements, ou en tout cas les enseignements les plus communs que j'ai vus chez les clients avec lesquels j'ai travaillé? Le premier enseignement, c'est qu'on fait face, en fait, utiliser Kafka en tant que, le mot ne me vient pas en français, clé de voûte de notre projet de migration, ça veut dire qu'on va séparer le SI en deux, en fait. On va avoir le monde de l'ancien, le monde du legacy, à gauche, en amont, donc tout ce qui est en amont de Kafka, globalement, c'est le Mordor, c'est l'enfer, personne ne veut travailler là-dedans, personne ne veut aller faire un connecteur Oracle à la main qui va scanner les bases de données, les tables pour le mettre dans Kafka. Je vous assure que personne ne veut faire ça. Et par contre, en aval de Kafka, alors là, c'est parfait. C'est le petit monde idéal des bisounours. Donc globalement, on peut consommer de la donnée. On a dit qu'elle était de meilleure qualité, elle est mieux formatée, elle a un schéma, elle est documentée. Donc là, premièrement, tout le monde veut bosser là. Mais globalement, ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que en tant que décideur ou je sais pas technical leader ou peu importe le poste que j'occupe ou architecte, il va falloir que je focalise la majeure partie de mes efforts en amont, là où sont les problèmes. Encore une fois, peut-être qu'on n'aura pas de connecteur sur le marché pour aller sortir la donnée de, au plus grand des hasards, SAP. Et que on va passer quand même énormément de temps et d'énergie à mettre la donnée en mouvement pour bénéficier de sa gravité. En fait, on retombe sur l'aspect de la gravité de la donnée. Si vous avez une pierre à pousser, c'est difficile de la mettre en mouvement, mais une fois qu'elle est mise en mouvement, ça roule tout seul. Globalement, dans tous les projets que j'ai vus, il s'est passé ça. C'est-à-dire qu'on a focalisé 90% de nos efforts à gauche, et les 10% restants, alors là, c'était fantastique. Là, c'était le monde des opportunités. C'est-à-dire qu'on avait la donnée dans Kafka, on allait la mettre dans Elasticsearch, on n'était pas content, on changeait, on la mettait dans Postgre, hop, on refaisait une API, et globalement, c'était une journée de développement. Là où, par contre, pour mettre la donnée en mouvement, c'était un enfer de plusieurs mois. Donc j'ai essayé de trivialiser ça et de le résumer en amont de Kafka, il faut bouger la donnée, quoi qu'il en coûte, pour paraphraser quelqu'un de connu. En aval de Kafka, utiliser la donnée à moindre coût.
C'est-à-dire que là, attention, là je ne m'autorise pas à aller faire un truc un peu pourri avec des triggers dans la base de données qui appellent une vue matérialisée que moi je vais scanner en JDBC, etc. Non, non, non. En aval de Kafka, je n'ai pas le droit de faire ça. En aval de Kafka, tout doit être propre, la donnée, elle est formatée, elle a un schéma, elle est documentée, elle a des métadonnées, j'ai un catalogue de données, je ne fais pas du temporaire, et j'essaye d'utiliser les solutions les plus standards possibles. Donc les connecteurs Kafka, Apache Flink, enfin je les ai cités, Apache Flink, Spark, etc. Les projets open source du marché. Le deuxième gros enseignement, c'est que comme on a posé Kafka au milieu du SI, globalement, on a réduit la friction. C'est-à-dire que vraiment, un truc qui, moi, m'a marqué, c'est à quel point Kafka sert à peu près à tout et à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une fois que la donnée transite dedans, j'ai plein de notions, comme je viens d'en parler, mais Kafka Streams, KSQL, etc. Je peux modifier la donnée, je peux la transformer, je peux faire des joins, je peux faire des trucs assez compliqués, je peux utiliser des topics compactés, j'ai des connecteurs pour à peu près tout et n'importe quoi. Et globalement, là où j'avais tout qui était entremêlé dans mon monolithe, ou même si j'avais des microservices, j'avais des appels synchrones un peu dans tous les sens et des composants qui s'appelaient et que finalement qui s'appelaient en cascade et qui globalement pouvaient me faire tomber le SI dans le pire des cas. Et là, j'ai à peu près tout posé à plat. Certes, j'ai un single point of failure, en tout cas un point central de fiabilité, je vais l'appeler comme ça c'est mieux dit. Et globalement, j'ai permis à tout le SI de travailler de son côté de façon isolée. Un exemple concret de ce truc-là que j'ai vécu assez souvent, c'est dans des équipes produits où on avait une API, je vais reprendre le stock comme exemple, il n'y a pas un seul client qui était d'accord sur la forme que devait prendre mon API. Certains voulaient me requêter avec une date, certains avec un autre index, avec le catalogue produit, avec, pour les gens de chez Decathlon, les 48 codes produits différents, etc. Donc globalement, ça me demandait d'avoir une base de données avec à peu près un index sur chaque colonne, ce qui est clairement pas envisageable à l'échelle du stock chez Decathlon. Et en fait, la réponse à ça, elle était assez simple. C'est-à-dire que moi, équipe logistique, je te demande une API. Mais pourquoi tu me demandes une API ? En fait, parce que j'ai besoin de répondre à cette question-là. Mais globalement, si tu avais une partie de la donnée, est-ce que tu ne pourrais pas répondre à cette question-là ? Donc le truc qu'on s'était toujours interdit en disant non, on n'a pas envie de répliquer la donnée dans 50 bases de données différentes, c'est pas ça qu'on a envie de faire. Globalement, si je consomme un topic Kafka et que je le stocke chez moi de la manière qui m'intéresse, c'est pas une source de vérité. La source de vérité, c'est Kafka. Mais par contre, moi, je me suis reconstruit, par exemple, pour des besoins de e-commerce, un cache local, du catalogue produit ou des stocks, où j'ai gardé que les quantités qui n'étaient plus en stock, parce que je suis en logistique et c'est que ce segment-là qui m'intéresse. Donc au lieu d'aller coller un index sur la quantité, finalement, j'ai consommé la donnée, et avec ça, j'ai pu résoudre mes problèmes. L'autre enseignement, c'est que Kafka, c'est difficile. Il y a beaucoup de standards et il n'y a pas une opinion, il n'y a pas de dogme en fait. Un très bon exemple de ça, c'est l'authentification et l'autorisation. On peut s'authentifier auprès de Kafka de à peu près 4 ou 5 façons différentes, login, mot de passe, certificat, etc., etc. Ça veut dire que les décisions sont difficiles à prendre. Globalement, prenez des décisions, peu importe. Changez-les, documentez-les, mais prenez des décisions. Pour ça, j'ai une autre présentation que je vous engage. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec moi. Il y aura mon adresse email sur la dernière slide, et qui s'appelle « Les trucs et astuces que j'aurais aimé connaître avant de tomber dessus avec Kafka », qui globalement présente un peu des histoires d'horreur quand on ne met pas les bonnes options de configuration ou qu'on se plante dans tous les choix qu'il y a à faire. Mais le plus souvent, soit vous faites appel à mes collègues qui sont sur les stands là-bas de Confluent, ou mes anciens collègues, soit vous lisez Apache Kafka The Definitive Guide, mais globalement, le meilleur moyen, c'est encore de se planter. Donc globalement, Kafka, c'est difficile. Le manager, ça l'est encore plus, parce que c'est un système distribué et que c'est complexe. Un corollaire de ça, c'est que la plupart des décisions qu'on aura à prendre, qui ne sont pas nécessairement des décisions techniques, il faudra les prendre à l'échelle. Ça veut dire que, globalement, il va falloir définir des standards internes.
Dans Kafka, il y a plein de composants, il y a des topics, il y a des messages, il y a des schémas, etc. Et tout ça, il va falloir le documenter et il va encore falloir prendre des décisions. La question qu'on m'a posée peut-être 400 fois chez Confluent, c'est est-ce que je dois utiliser Avro, Protobuf ou JSON Schema? La réponse, c'est j'en sais rien. Hein. Je suis pas dans vos chaussures, je ne peux pas prendre cette décision à votre place. Globalement, je peux vous aider éventuellement, mais prenez la solution, prenez le format de données qui est le mieux supporté dans votre écosystème. Faites pas du Avro en Ruby, par exemple, c'est peut-être pas le plus malin. Si vous êtes déjà sur Google Cloud, utilisez Protobuf. Il y a de fortes chances que ça s'y adapte bien. Si vous êtes en Java, faites du Avro, c'est globalement très très bien supporté. Pareil pour les conventions. Donc la deuxième question qu'on m'a posée le plus souvent chez Confluent, c'est combien de partitions? Spoiler alert, je ne vais pas répondre à cette question-là, c'est impossible. Donc, et s'il y avait une formule mathématique, vous pourriez la demander à ChatGPT et il vous la sortirait. Ce n'est pas le cas. Donc en gros, encore une fois, prenez un parti pris, essayez de prendre un multiple, genre vous pouvez prendre 60 ou des trucs comme ça, un truc qui est divisible par 6, par 3, par 2, par 5, par 10, comme ça marche bien, ça s'y adapte bien. Mais globalement, vous allez vous tromper, tout le monde se trompe sur le nombre de partitions, c'est une évidence. Acceptez-le. Et finalement, documentez tout ce que vous faites en disant on était parti sur 12 partitions, le jour où tel consommateur est arrivé, ça ne passait plus à l'échelle, il nous a fallu 60 partitions, on a créé un nouveau topic, on a mis 60 partitions, on a branché le nouveau consommateur dessus et progressivement on a migré. Et toutes les autres équipes vont vous remercier en disant ah ok, c'est comme ça qu'on fait, qu'on change ou en tout cas qu'on augmente le nombre de partitions d'un topic. L'autre leçon importante, et c'est vraiment sur cette grande notion que je voudrais finir pour savoir ce qui se passe à la fin des grands projets de migration avec Kafka, c'est que globalement, c'est assez communicatif. C'est-à-dire que c'est un motif que chez Decathlon, je ne sais pas si les gens sont là, Rémi notamment, mais globalement, du jour au lendemain, bon, j'exagère, mais d'une année sur l'autre, on s'est retrouvé avec peut-être 5 ou 6 clusters Kafka différents. Et ça, moi, venant de Lille et d'ici, je me suis dit, oui, mais c'est parce qu'on s'y est mal pris, parce qu'on communique mal, etc., etc. Je l'ai vu absolument partout, ce truc-là. Confluent, ils ont même une courbe de maturité Kafka, qui vous positionne en fait sur la courbe de maturité, et au plus on augmente sur la courbe de maturité, au plus ça veut dire que globalement il y a de gens qui utilisent Kafka ou d'équipes différentes qui utilisent Kafka dans l'entreprise. Donc chez Decathlon, ça s'est matérialisé comme ça. Nous, on était l'équipe stock, à côté il y avait les équipes e-commerce, il y avait les équipes member, il y avait les équipes logistiques, il y avait les équipes qui s'occupaient des ventes, etc., etc. Et tout le monde avait des clusters Kafka. Et globalement, encore une fois, on n'a rien inventé. Finalement, ça, c'est un motif assez connu qui s'appelle le data mesh, qui est plus large que juste pour Kafka, mais qui est l'idée qu'on a, si vous vous rappelez, on a commencé par identifier un domaine. Donc on a dit, c'est ce que le data mesh va appeler un data product. Et on va chercher à connecter ces produits orientés données. Donc pour ça, je vous invite à aller lire ce petit bouquin qui est dispo chez Confluent et qui parle du streaming data mesh, donc de faire un data mesh avec Kafka et de globalement de vous renseigner, en tout cas il y a énormément de littérature autour de data mesh en streaming, de comment j'identifie un produit donné, donc qui va reboucler sur mes questions de usual suspect, etc. en disant c'est quoi mon domaine, donc quel est le contour de mon data product, et en gros, comment j'organise mon data mesh. Mais globalement, c'est vraiment un truc qui m'a marqué, c'est qu'au plus les clients étaient positionnés à droite sur la courbe de maturité, au plus, en fait, ce qu'ils vivaient, globalement, c'était ce truc-là. C'est-à-dire que j'avais plein d'équipes produits qui toutes avaient utilisé Kafka le plus souvent pour faire des projets de migration, qui en avaient parlé à leurs petits collègues de l'équipe à côté, et qui avaient commencé à dire « Ok, nous on l'a utilisé, ça marche bien, on a pris notre source de vérité, on l'a transférée dans Kafka, tout le monde la consomme aujourd'hui, tu devrais faire pareil, et moi, ok, je ne suis pas dans le contexte d'un projet de migration, mais peut-être qu'effectivement je peux faire la même chose pour mes besoins à moi qui sont
d'éliminer les appels synchrones entre deux composants, par exemple, parce que ça ne se passe pas bien, ou parce qu'il y a un composant qui est plus lent, ou parce que je n'ai pas besoin de réponse synchrone là tout de suite maintenant, ou parce que j'ai besoin de faire du CQRS, ou peu importe. Et globalement, on se retrouvait avec plein d'équipes produits qui avaient elles-mêmes développé, ou en tout cas déployé leur cluster Kafka pour leurs besoins, mais pour lesquels c'était difficile d'exposer la donnée. C'est-à-dire que, ok, moi je suis l'équipe catalogue produit, j'ai mon catalogue dans Kafka, j'ai aussi plein d'autres topics que je n'ai pas envie d'exposer, mais globalement, j'ai envie de rendre cette source de vérité, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que dogfooding, elle m'a servi à moi, mais elle est nécessaire aux autres, et c'est difficile pour moi d'aller gérer toutes les requêtes de toutes les équipes à côté qui vont me dire « Non, mais en fait, moi, j'ai besoin du catalogue produit. » Donc, cette idée du data mesh, c'est de se dire « Ok, j'ai des produits orientés données en périphérie, et repenser data gravity, c'est hyper intéressant, en fait. Là, en gros, on a une planète, ou en tout cas un corps céleste et ses satellites. Et globalement, de se dire qu'en centrale, il va me falloir au moins une équipe, au moins des outils, et probablement, et ça c'est un parti pris personnel, mais probablement aussi un cluster Kafka, qui lui va servir d'autoroute de la donnée pour irriguer les data products. Donc globalement, moi je suis équipe stock, j'ai mon cluster Kafka, j'ai pas envie de partager un cluster Kafka avec des équipes d'à côté parce que j'ai des topics privés, parce que je fais du Kafka Stream et j'ai des topologies compliquées, et puis j'ai pas les mêmes besoins opérationnels que l'équipe d'à côté. Moi, je suis d'astreinte 24/7. J'ai clairement pas envie de me faire polluer par l'équipe d'à côté qui fait au hasard du machine learning et qui me fout tout par terre tous les 2 jours. No offense, hein, les machine learning engineers. Mais il me fallait bien un exemple, quoi. Puis, j'ai tapé sur le front pendant 10 ans, donc j'arrête maintenant. J'essaye de me soigner. Mais globalement, ouais, c'est cette idée que j'ai pas envie de partager mon cluster Kafka et que du coup, mon topic catalogue produit, qui lui est essentiel pour l'entreprise, il va falloir que ce soit quelqu'un d'autre qui l'expose pour moi. Pour ceux qui connaissent, cette approche data mesh plus ce que moi j'appelle un streaming backbone, donc vraiment une colonne vertébrale de streaming, un espèce de cluster central qui potentiellement est répliqué par exemple sur plusieurs zones géographiques, etc. C'est un peu la même idée que les briques d'API management, par exemple. C'est-à-dire que moi, équipe produit, j'ai mon API que j'expose à tout le monde, mais en centrale, j'ai un catalogue d'API, j'ai un catalogue de endpoints que je vais pouvoir, que tout le monde va pouvoir appeler, qui va gérer les souscriptions de mes utilisateurs, qui va gérer une partie de la sécurité, etc., etc. Qui va gérer les métriques, par exemple, ou les statistiques. Donc ça, c'était un peu mon schéma moche que j'ai fait en rentrant chez Confluent en me disant « Hey, regardez, c'est ce que je pensais qu'on allait faire chez Decathlon » et les gens de chez Confluent, ils m'ont renvoyé vers ça en disant « Tu penses vraiment que tu as inventé la roue ou comment ça se passe ?» Et oui, globalement, donc ça, c'est un article de Towards Data Science qui, globalement, reprend un peu cette idée de « J'ai des produits orientés de données, je connecte tout ça à travers un squelette, en tout cas une colonne vertébrale en streaming. » Et ça nous amène un peu à la fin du voyage. Donc pour résumer un peu tout ce qu'on a vu ensemble, on a attaqué des projets de migration, et les projets de migration, c'est compliqué. Si c'était pas compliqué, on les aurait déjà torchés globalement avec un script qui tourne sur le laptop de quelqu'un en une nuit, on croise les doigts, on se réveille le matin, les données sont migrées, on allume le système et tout marche. Là, on a parlé de choses quand même beaucoup plus complexes, qui peuvent s'étendre sur des mois, voire des années. Pour y arriver, on s'est défini des piliers. Premièrement, bouger la donnée, gravité de la donnée. C'est vraiment le truc à retenir. Ce que j'aurais aimé, si je pouvais me taper sur l'épaule et me mettre une grande claque au mois il y a 5 ans, c'est bouge cette donnée. Au lieu de commencer à te demander si tu vas faire des microservices, du Docker ou que sais-je encore, ou s'il faut utiliser Postgre ou Elasticsearch, et s'il faut reprendre les fonctionnalités les unes après les autres, ou essayer de découper le monolithe en modules d'abord, etc. Non, bouge la donnée. Bouge la donnée. La migration sera progressive, donc il faut la faire mieux, en mieux. Il faut aller apporter de la valeur au business. C'est ce qui nous permettra d'être en paix et de continuer d'étaler notre projet de migration potentiellement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années.
Si on n'arrive pas à trouver des opportunités ou si elles ne nous sautent pas aux yeux, il faut le faire pour nous d'abord, mais je vous garantis que si vous le faites pour vous bien en premier lieu, ça va servir à tout le monde dans le SI. Ça, je l'ai vu à tous les coups. Là, pour le coup, c'est vraiment à 100%. J'ai travaillé avec des clients qui me disaient réellement, ouais, bon, nous, on fait ce qu'ils appellent du streaming ETL, donc en gros, je bouge la donnée, mais il n'y a aucune chance que les autres la consomment. 2 mois après, ils sont revenus nous voir chez Confluent en disant, OK, en gros, on a un problème de scalabilité parce qu'il y a 14 équipes qui consomment la donnée qu'on a mise dans Kafka. Comment on fait ça ? Une fois qu'on a identifié un domaine, on va aller chercher des événements, on va aller chercher à répliquer la source de vérité en premier lieu. Quel outil on va utiliser ? On peut utiliser le protocole, je répète, Kafka. Et globalement, l'écosystème Kafka, les connecteurs, les Kafka Streams, etc., etc. Et où est-ce que ça nous amène ? Globalement, ça nous amène à avoir des data products interconnectés dans un data mesh via un backbone de streaming. Hop, c'est dans l'autre sens. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, je pense qu'il nous reste 3-4 minutes à peu près. Ouais. Parfait. Et si ça vous intéresse aussi, donc cette présentation, elle est beaucoup plus longue normalement. Je l'ai beaucoup condensée. C'est une présentation de 90 minutes. Si jamais ça vous intéresse d'avoir la version longue, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail-là. C'est avec plaisir que je peux le faire en remote, un brown bag lunch en remote sans problème. Et si la version technique, très technique de cette présentation-là, qui revient sur effectivement toutes les histoires d'horreur que j'ai pu vivre avec Kafka d'une façon un peu amusante, et en tout cas en les racontant à la première personne, voilà, c'est le nom de cette présentation-là. Donc pareil, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si jamais vous le voulez. Bonjour et merci pour la présentation. Moi j'ai une question par rapport à quand tu parles de source de vérité de la donnée, et tu dis que pour toi elle est dans Kafka. Ouais. Moi, par exemple, nous on utilise Kafka plutôt comme un tuyau pour faire transiter la donnée entre 2 composants et notamment pour avoir plusieurs consommateurs, mais on a une rétention relativement faible de l'ordre de quelques jours. Quand tu dis que tu peux remonter jusqu'à la nuit des temps, ça veut dire que tu as une rétention infinie dans ton Kafka ? Alors, je l'ai fait. Quand c'était moi qui le faisais, je pouvais le dire sans trop de problème. Maintenant que j'ai travaillé chez Confluent, c'est un pattern qui coûte cher, hein, sachez-le. Voilà, donc vous pouvez demander des grilles tarifaires à mes collègues qui sont dans le hall. Non, globalement, moi c'est un pattern que j'adore. Vraiment, j'adore. Parce que tu t'achètes t'as qu'un système à consommer. Et en gros, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'une des Kafka Improvement Proposal qui est passée dans l'année dernière, c'est le tier storage pour Kafka. Donc c'est l'idée que Kafka ne se repose plus que sur des disques SSD là, locaux, mais que pour la donnée historique, il aille bénéficier des object stores style S3 ou GCS ou peu importe. Donc globalement, ça veut dire que je ne suis pas le seul à penser ça. Il y a quand même, et j'ai vu beaucoup de gens chez Confluent, notamment pour des équipes de machine learning, cette fois-ci je vais dire du bien d'eux, qui effectivement faisaient ça, et je pense qui globalement m'avaient dit non mais en fait moi aller chercher la donnée historique dans S3, aller chercher la donnée fraîche dans Kafka, merger ça dans Spark, faire tourner mes algorithmes, etc. C'est compliqué quoi. Moi je préfère tout avoir dans Kafka. Donc c'est un pattern qui existe, c'est un pattern qui est coûteux, sachez-le. J'ose espérer que, avec les avancées de cette équipe et de ce qui va suivre, ce sera moins cher, plus efficace, plus optimal. Mais globalement, moi j'aime bien, mais je peux pas te dire de le faire globalement. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère en vous remerciant encore une fois d'avoir été attentif pendant une heure.